Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Le gouvernement et les 5 syndicats de l'enseignement ont conclu mardi 26 décembre un nouvel accord relatif au statut unifié d'éducation nationale. Le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, a présidé par vidéoconférence la cérémonie de signature du procès-verbal de l'accord sur le statut des fonctionnaires du secteur de l'éducation nationale. Un premier pas vers une sortie de crise. L'accord revisite les principaux points de discorde. Il n'y aura plus de contractuels. Une indemnité de 1000 dirhams sera octroyée aux fonctionnaires hors échelle. Le salaire va également augmenter, sans parler des primes qui vont être accordées aux enseignants travaillant dans les zones éloignées ou enclavées. Le gouvernement a donc répondu aux principales revendications et pourtant, certaines coordinations appellent encore à la grève. La situation telle qu'elle se présente aujourd'hui fait planer le spectre d'une année blanche. 7 millions d'élèves pris en otage durant tout un trimestre, une situation intolérable pour les représentants des associations de parents d'élèves qui ont été reçus ce mercredi par Chekib Ben Moussa, le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Quel scénario possible pour une sortie de crise? Quelles conséquences pour l'année scolaire? C'est le sujet de ce soir. Et avec nous pour en parler, Monsieur Abdel Nasser Nezji, vous êtes président de l'Association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Avec nous également, Monsieur Mohamed Guedira, vous êtes professeur à la faculté des sciences de l'éducation à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir convié à ce débat combien important dans la situation actuelle. Un plaisir de vous avoir avec nous. Avec nous également Monsieur Mohamed Ouej, vous êtes directeur de l'Académie régionale de l'éducation et la formation de la région de Tétouan. Vous êtes avec nous d'ailleurs depuis Tétouan. Bonsoir. Merci, bonsoir et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Donc on va commencer par un tour de table dans une approche qui se voulait le plus inclusive possible. Le gouvernement a conclu donc cet accord le 26 décembre avec les principaux syndicats, les 5 syndicats présents. Donc, ce qui change par rapport à l'accord précédent. Un nouvel accord donc relatif au statut unifié de l'éducation nationale. Se dirige-t-on, Monsieur Guedira, vers une sortie de crise? Écoutez, à mon avis, potentiellement oui. Réellement, on entend toujours des grèves par-ci, par-là. Mais j'estime que aussi bien les syndicats que la commission gouvernementale ont fait un grand effort, à mon sens. J'ai recensé à peu près 24 points. Et sur les 24, le gouvernement a octroyé au moins 16. Ça veut dire, dans l'ensemble, je dirais 75%. Et par conséquent, je tiens à féliciter aussi bien les syndicats, les 5 syndicats, que la commission, les membres de la commission et les associations des parents d'élèves. Parce qu'ils ont donné un tonus pour aller de l'avant. Et, à mon sens, ils étaient volontaristes, beaucoup bien engagés. Bien sûr, dans des négociations, il y a des tiraillements, c'est tout à fait normal. Mais là, plusieurs points ont été, je dirais, soit accordés par la commission, soit arrachés par les syndicats. Ça dépend de quel côté on se place. Mais en tout cas, j'estime que c'est un accord historique. Parce que si on revient à l'histoire, dans les revendications, sur 10 revendications, on donnait ou on arrachait 4 revendications maximum. Donc, arriver à 75%, j'estime que c'est un effort colossal de la part du gouvernement et de la part des syndicats. Je dois dire que les syndicats ne sont pas des gamins, c'est des gens responsables, c'est des institutions. Écoutez, et comme il y a 5 syndicats d'obédience
je dirais, politiques ou idéologiques différentes, s'ils ont signé, c'est qu'ils ont accepté ce qui a été donné par le gouvernement. Voilà. Très bien, Monsieur Guédira. Je me tourne vers vous maintenant, Monsieur Louège. Se dirige-t-on vers une sortie de crise? Êtes-vous optimiste? Oui, je suis optimiste, mais en même temps, les chiffres sont là. On a constaté une baisse d'adhésion aux appels à la grève très significative et dans les différents DP et régions. Ça d'une part, et en même temps, il faut dire toute chose égale par ailleurs que l'appel à la grève a été avant le PV d'accord du 26. Donc, normalement, on est dans une étape pour pouvoir entamer une reprise des classes normales et puis essayer de se rattraper sur le temps qui a été perdu. Et en même temps, il faut dire que les acquis qui ont été vraiment réalisés dans ce dernier accord, ils sont vraiment, comme on dit toujours, c'est historique, mais vraiment, ça a dépassé de loin les attentes et les réclamations de départ. Donc la majorité des revendications des syndicats et des différents fonctionnaires du ministère de l'Éducation ont été traitées. Le statut qui a été proposé a été repris article par article dans une commission, bien sûr, mixte entre les 5 syndicats et la commission tripartite du gouvernement sous bien sûr la présidence du chef du gouvernement. On a vu les efforts, que ce soit en termes de révision des 98 articles de statut qui étaient présentés et qui ont été gelés, ou que ce soit aux efforts financiers, ou que ce soit dans les différentes revendications des différentes catégories. Donc, vraiment, c'est historique. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre système éducatif. Et on peut revenir axe par axe, que ce soit au niveau des acquis, au niveau de renforcement, je dirais, de certains acquis qui existaient, et en même temps d'oser, je peux dire, d'avoir le courage et politique du gouvernement et le courage et la volonté qui était là, et en même temps l'adhésion dans ce travail qui était lent, mais en même temps c'est un travail qui a essayé de reprendre des décisions, bien des dossiers qui dataient depuis plusieurs années. Tout à fait, on va y revenir justement durant cette émission, on y reviendra. Merci beaucoup. Donc un accord, on retiendra, historique, et on va vers une normalisation des choses et une reprise normale donc des cours. Monsieur Nagy, quelle est votre pensée par rapport à ce dernier accord? Êtes-vous optimiste également? Moi aussi, je suis optimiste. Je pense que cet accord réalisé le 26 décembre, il comprend plusieurs points positifs et il donne un dénouement, disons, heureux à cette crise qui n'a que trop duré depuis 3 mois. Mais la question qui peut se poser, pourquoi nous sommes arrivés là et pourquoi on a attendu toute cette durée de 3 mois pour arriver à un accord qu'on pouvait réaliser avant. Donc n'oublions pas que cette crise a commencé il y a plus de 2 mois au moins, après le travail qui a été réalisé dans la mise en place d'un nouveau statut. Il y avait des protestations des enseignants et on savait que le terrain n'a pas accepté ce statut. Et il fallait, à mon avis, réagir plus vite. Donc je pense que le temps de réaction était très, très long. Et le prix qu'on a payé, c'est un prix très fort. Selon vous, il aurait donc fallu réagir exorbitant, plus vite, oui. Paralyser l'école marocaine, l'école publique pendant 3 mois, c'est trop. Et justement, M. Nagy, ce nouvel accord, qu'est-ce qu'il dit exactement? Qu'est-ce qui change par rapport au précédent texte? Bon, il y a plusieurs changements par rapport au précédent texte. Je peux dire que ce n'est pas le même texte. Ce n'est pas le même texte. Globalement, on peut
citer les principaux éléments qui ont changé dans ce statut de l'enseignement. Il y a d'abord la position statutaire des enseignants, des cadres d'académie qui a changé. Ils sont maintenant des fonctionnaires publics. Bien sûr, il y a une différence entre les fonctionnaires publics gérés de manière centralisée et les fonctionnaires publics gérés d'une manière décentralisée, qui sont les anciens cadres d'académie. Et d'ailleurs, par rapport à ce point, je pense, pour éviter tout équivoque, il fallait peut-être changer également l'article, je crois, 1 de la loi 0700 des académies, qui parle toujours des cadres d'académie. Peut-être changer cet article peut également temporiser, peut apaiser les sentiments qu'ont les coordinations par rapport à ce problème. Il y a également les augmentations de salaire, qui sont des augmentations substantielles, qui concernent tout le monde, bien sûr à des degrés divers selon les catégories professionnelles, mais globalement, on peut dire qu'il y a un effort très louable qui a été fourni par le gouvernement pour concéder à ces revendications salariales. Et aujourd'hui, nous avons des propositions salariales qui, à mon avis, sont très respectables. Ils peuvent bien sûr satisfaire la plupart des enseignants. Il y a également cette question des sanctions qui a été le problème maintenant. Il est clair que ces sanctions, les sanctions qui vont être appliquées aux enseignants, ce sont les sanctions qui figurent dans la loi de la fonction publique, et ça c'était parmi les principales revendications. Et il y a également la question des missions des enseignants, dont le texte incriminé, entre parenthèses, on a ajouté plusieurs fonctions, plusieurs missions, plusieurs tâches à l'enseignant. Maintenant, on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire on revient à la mission de l'enseignement et de l'évaluation, en plus de la préparation des examens. Un réel effort donc qui a été fait au niveau Mais du de l'autre côté, il y a des éléments qui restent à discuter, dont on discutera certainement encore pendant cette émission. Un effort donc notamment financier, M. Guédira. Donc il y a eu cette augmentation des salaires, l'amélioration des revenus. Est-ce que, selon vous, on répond maintenant aux attentes ? Écoutez, les attentes sont toujours dans l'écart avec la réalité, il faut le reconnaître. Mais l'effort, c'est un effort colossal. C'est du jamais vu. 30% d'augmentation. Vous prenez toutes les expériences des syndicats à travers le monde, je ne dis pas au Maroc, mais à travers le monde, il n'y a jamais eu une augmentation minimale de 30% pour un enseignant. C'est du jamais vu. Et là, je vous parle en tant que, je dirais, pseudo-spécialiste en management des ressources humaines. Toujours, l'intervalle d'augmentation varie entre 5 et 15%, grand maximum. Là, on a donné 30%, et pour certains, il y aura 40%. Donc, il y a des augmentations qui vont atteindre 4 800 dirhams. D'accord ? Avec un minimum de 1 500 dirhams. C'est le strict minimum. Avec le minimum de 1 500, on est à 10 milliards au niveau du budget de l'État par an. Ça pèse énormément sur le budget de l'État, quand même. Et il faut savoir qu'on a des contraintes au niveau international. Il faut le dire, il y a les organisations financières internationales et on est quelque part tributaire de ces organisations. Maintenant, bien sûr, il reste d'autres efforts à fournir. C'est dans l'avenir, il n'y a pas de problème. Maintenant, permettez-moi de paraphraser grande dame syndicaliste française, qui disait un syndicat doit être, je parle de Nicole Notat, qui était présidente de CFDT pendant 10 ans, disait un syndicaliste doit être capable de connaître aussi bien le point de vue des salariés que la situation de l'entreprise. Donc, lorsqu'on négocie, on prend en considération
ce qui est, je dirais, faisable, réalisable, et en prenant en considération toutes les contraintes. Le travail qui a été fait par les 5 syndicats, moi, je le trouve excellent. Les 5 syndicats savent très bien que le noyau central, c'est l'élève. En plus du professeur, nous avons toujours le triangle. Hein, et par conséquent, ils ont pris en considération cela. Vous savez, si vous le permettez, dans le terme grève, il y a le rêve. Hein, il y a le mot rêve. Je crois qu'il y a des enseignants qui sont restés dans le rêve. Et il y a des enseignants qui, je dirais, ont éclaté l'enveloppe et ils sont allés vers le pragmatisme. On ne fait pas la grève pour la grève. La grève, c'est un outil pour une finalité. Donc, du moment qu'il y a des réponses positives, hein, il ne faut pas rester dans le rêve. Il faut être pragmatique. Les syndicats l'ont été, le gouvernement aussi. Je ne vois pas pourquoi maintenant, je dirais, il y a encore, entre guillemets, quelques grèves. Par conséquent, j'ai discuté avec pas mal de professeurs. Et moi, je peux les catégoriser en 3. D'abord, il y a des suiveurs qui ne savent absolument rien. Il y a des leaders qui savent discuter. Et il y a des gens qui font le récit de vie. C'est-à-dire leur expérience personnelle. Je crois que ces leaders, entre guillemets, ou les meneurs de jeu, doivent savoir qu'à un certain moment, on doit s'arrêter, on doit discuter, on doit négocier. Et je pense que ce qui a été arraché ou donné par le gouvernement, ça dépasse les 75%. Et c'est un résultat très positif pour la situation. Un accord qui dépasse donc les attentes. Monsieur Nagy, le document prévoit une modification globale du système de base. De quoi s'agit-il exactement? Modification du système de base? Oui. C'est-à-dire qu'on reprend le texte en profondeur, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui, on reprend le texte en profondeur, mais cette révision du statut ne fait revenir au statut ancien. C'est-à-dire qu'au départ, le ministère s'est engagé dans un changement profond et radical du statut des enseignants. Il voulait mettre en place un statut qui se base sur une nouvelle philosophie de gestion de carrière et il voulait créer un nouveau statut des enseignants et non pas la continuité du statut ancien de 2003. Aujourd'hui, après la pression du terrain et après toutes ces grèves, nous sommes revenus à la case de départ. C'est-à-dire, nous sommes dans la posture ou bien l'ingénierie du statut ancien. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est conserver ce statut et essayer de le modifier, surtout du point de vue, je dirais, pécunier, c'est-à-dire essayer d'augmenter, de faire des propositions de promotion, de salaire et d'essayer de répondre aux revendications des contestataires. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait, mais en le faisant, nous sommes, je parle du ministère, le ministère s'est un petit peu rétracté par rapport à sa vision de départ. Je donne des exemples. Le premier exemple, il concerne la gestion basée sur les résultats. Cette gestion basée sur le résultat, qui est l'un des principaux éléments sur lesquels se base la vision du ministère dans la feuille de route, il consistait dans le statut unifié, le statut des enseignants, à lier la promotion au rendement scolaire des élèves par le biais des écoles pionnières. Aujourd'hui, dans cette nouvelle version, et dans l'accord qui a été signé le 26 décembre,
on ne parle plus de ce lien, de cette relation entre la promotion des enseignants et le rendement scolaire. Et ça, c'est Donc, une bonne ou une déjà, mauvaise chose? Moi, je ne veux pas juger est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose. Je veux seulement insister sur le fait que le ministère a renié sa vision de départ. Donc, il a changé sa vision. Est-ce qu'il a changé sa vision par conviction ou bien seulement sous la pression du terrain et sous la pression des contestataires? Un autre élément sur lequel je veux insister et qui peut donner un exemple de cette révision de la vision du ministère, il concerne même la formation initiale des enseignants. Parce que en concédant aux contestataires le fait de changer ou bien de remplacer le cadre d'enseignants du secondaire en cadre d'enseignants de secondaire qualifiants ou bien enseignants de secondaire collégial, il faut revoir en même temps la formation initiale de ces enseignants. Il ne faut pas aujourd'hui former pour l'enseignement secondaire, mais il faut former pour l'enseignement secondaire collégial séparément de l'enseignement secondaire qualifiant. Et ça, c'est un élément qui, je pense, remet en question la politique prônée par le ministère concernant la formation initiale des enseignants. Je peux donner un autre exemple, c'est celui des inspecteurs des administrations, bien des affaires administratives, dont le statut contesté. On a voulu mettre en place un nouveau cadre des inspecteurs, qui est l'inspecteur des affaires financières et administratives. Aujourd'hui, on revient à l'ancien système, c'est-à-dire un inspecteur des affaires financières uniquement et pas des affaires administratives. Ça veut dire qu'on ne va pas inspecter l'administration pédagogique. On ne va pas inspecter les directeurs des établissements scolaires, mais uniquement les affaires financières. Ça, ce sont des exemples pour vous montrer qu'il y a un changement de vision. Par rapport à ce qui a été prôné ou bien ce qui a été mis comme élément soutenant cette vision dans l'ancien statut et les éléments qu'on défend aujourd'hui dans le nouveau statut amendé qui va être bien sûr approuvé par le Conseil du gouvernement incessamment. Un changement donc de vision selon vous, Monsieur Nagy. Je vous laisse rebondir là-dessus, Monsieur Ouej. Êtes-vous d'accord? Est-ce que vous pensez également qu'il y a eu un changement de vision par rapport au ministère de l'Éducation, émanant du ministère justement? Tout d'abord, parfois j'ai des différends avec Tassar, mais cette fois-ci, je ne suis pas d'accord depuis ses premières phrases jusqu'aux dernières. Totalement, je suis dans l'autre camp et je pense que c'est l'inverse. Si je reprends les premières phrases sur lesquelles je devrais réagir, on a été très, très lent, et puisque cet accord sur lequel on s'est exprimé tous, que vraiment il a satisfait et il a répondu aux différentes revendications, ou à la majorité des revendications, on aurait pu le faire dès le début et qu'on soit tranquille, comme si une interprétation, on peut comprendre que le ministère et le gouvernement étaient là, les bras croisés, et jusqu'au dernier moment, il est venu pour pouvoir donner, accorder certains droits et certains acquis aux différents fonctionnaires du département. Au cas de la situation, et je pense que Serge Nassar le sait mieux que moi, du fait qu'il était en même temps à un certain moment responsable au niveau central, et de la part de son expertise, de son savoir vraiment très profond du système, que dès le départ, dès les premières semaines de
de ce mandat de ministre à la tête du département, il y a eu ce dialogue et il y a eu un travail de concertation et de co-construction. Bien sûr, la thématique est tellement complexe. Et ça, ce que j'aurais aimé entendre de mon ami et mon collègue Abdel Nasser, c'est que la problématique est vraiment très complexe, du fait de la nature du département, de l'école, et on est dans un moment de réforme, de changement, et souvent des tentatives de changement et de réforme, bien sûr, engendrent, et c'est partout au Maroc, dans les différents départements au niveau mondial, des petites forces de résistance tellement, je parle de volets objectifs, sans arrière-pensée, et c'est tout à fait normal, on n'est pas stable, on se pose des questions, et par la suite, si on commence par les premières revendications, c'était à hauteur de 18 points de dialogue dès le départ, après ça a augmenté à 45, et puis à chaque fois des revendications qui sont sur la table, et la main tendue du ministère qui va continuer, hein. Et l'écoute était bien sûr d'écouter, d'analyser, de pouvoir donner des réponses et pouvoir aller en avant parce qu'il y a eu essentiellement une conviction que cette fois-ci, on va oser toucher à la partie ressources humaines qui a été vraiment une problématique. Tout le monde le savait que c'est très difficile dans notre département parce qu'il y a énormément de catégories et ça fait des années qu'il n'y a pas eu un dialogue social, et donc ce qui fait qu'on va toucher à un dossier qui va faire remonter énormément de revendications et bien sûr de pression de part et d'autre et de positionnement des uns et des autres. Bien sûr, c'est malheureux, ce temps perdu à juger, je suis totalement d'accord, mais on ne pouvait pas, dès le départ, venir avec une recette et dire voilà ce qu'on va faire. Parce qu'à chaque fois sur la table, un problème résolu, il y a 5 qui surgissent. Et il faut les écouter, il faut reprendre sa copie. Et je ne vais pas m'attarder sur ces aspects historiques parce que j'aimerais bien qu'il y ait un petit moment pour se projeter de ce qu'on devrait faire. Donc je ne vais pas ni retourner pour parler de l'ancien statut, ni de ce qui a été gelé, ce qui a été acquis, mais en parlant de maintenant. La question de la remise en cause d'une vision. Par rapport aux écoles pionnières, dans l'accord, on parle de l'adhésion dans le projet d'établissement intégré dans les écoles pionnières qui seraient renforcées par des agents de renforcement et de motivation. On y viendra plus tard justement de ces écoles pionnières, on va en parler. Évoqué, si vous permettez, ça c'était évoqué par Saad Nasser, et je devrais, si vous allez me laisser un peu de temps... Bien évidemment, bien sûr, on vous écoute, monsieur. Oui, parce que c'est important, c'est très important. Donc c'est noté. C'est noté en même temps que, oui, le départ du dialogue était un dialogue sectoriel. La vision dans sa globalité. Et on l'a dit dans toutes les émissions, ça s'était déclaré par M. le ministre et beaucoup d'autres responsables, dont moi-même, on disait que maintenant on est en train de parler d'un dialogue et d'un débat du secteur du département de l'éducation et en même temps, il va y avoir un débat social, central, qui va parler d'augmentation de salaire. Et par la suite, on s'était concentré sur les aspects de la réforme et relié exactement ce nouveau statut qui était gelé aux questions de réforme, mais on déclarait, on disait que l'augmentation, elle est vraiment dans le tort, celui qui croit que ça ne va pas être sur la table et que le ministère et le ministre ne le défendent pas. Donc ce n'était pas une surprise, mais maintenant c'est intégré. La question de c'est quoi le départ de l'histoire? Le départ de l'histoire, et encore une fois, Saad Nasser, c'est l'un des plus grands experts dans ce sens, c'est l'évaluation des acquis. Tout le monde déclarait depuis plus d'une décennie qu'on est mal classé. D'ailleurs, le PISA vient de le confirmer. On est 60 dans certaines disciplines, 79 sur 81 pays. Donc, il faut changer le niveau et le seuil de maîtrise des élèves. La question de l'évaluation a été vraiment inscrite dans l'accord. Et une évaluation, un dispositif d'évaluation selon des indicateurs mesurables, objectivement mesurables. Et c'est déclaré, c'est écrit. Donc on ne va pas dire que maintenant on a changé de vision. Maintenant on est vraiment, oui, à juger, on est dans un accord qui a englobé et les questions d'augmentation de salaire, la révision de plusieurs choses, et écouter, c'est une obligation. On ne va pas faire le magicien. À chaque fois, il y a des dizaines de nouvelles revendications. L'accord qui a été signé englobe au moins 34 points.
segmenté sur 3 axes. Et ça englobe, bien sûr, quand on dit que les missions des enseignants ont été révisées, oui, reprises dans un débat constructif. Le dispositif de discipline, oui, on est revenu à la question de ce qui est stipulé dans le statut de la fonction publique, mais on a gardé un point très, très positif qui était dans le statut gelé, qui est à savoir comment retirer des sanctions du dossier et de la carrière de certains enseignants qui ont commis des erreurs et ont été sanctionnés, et ne pas les laisser être condamnés jusqu'aux fins de leur carrière, à 5 ans, 10 ans, suite à un comportement positif, à un encouragement mérité. Donc, ce qui fait il y a eu cette co-construction, et dès le départ, ça s'était déclaré. On va co-construire ensemble sur un dossier complexe de sa nature, ressources humaines, école, qui est une société en micro, mais en même temps un dossier complexe. Depuis 2003, on n'a pas eu un débat sur le statut. Depuis 2014, on n'a pas eu de dialogue social. Donc, il y a eu énormément de dossiers, et moi, je salue énormément et les syndicats, avec tous les débats de différents, et tout le monde, et le ministère et le gouvernement, pour avoir ce courage, et j'espère que ce moment, qu'on va pouvoir l'oublier facilement et construire sur des bases, mais vraiment très solides. On aurait dû, dans le laxisme, et on l'entend, moi, personnellement, je l'entends assez souvent, pourquoi est-ce qu'on a touché à un point et on a tout remis en cause? On aurait dû faire une petite augmentation par tête de pipe et ça serait tout le monde tranquille et tout le monde serait applaudi. Mais on n'avait pas ce choix. Le département n'avait pas ce luxe. On était dans l'obligation de toucher à certains sujets qui faisaient mal aux uns et aux autres, aux différentes échelles de la prise de décision, pas uniquement les enseignants. Un chantier, donc on l'a bien compris. On l'a compris, un chantier bien complexe. L'inspection administrative n'est plus une question à l'ordre du jour. Et il y a tout le dossier. 2 points. On a déclaré pour les questions d'école pionnière qu'il va y avoir un décret spécifique. Donc ça, et c'est cité dans l'acte sur lequel on était mis d'accord. Et il va y avoir tout un ensemble de prise de décision dans la gouvernance de l'établissement. On est en train de travailler sur ça. Au niveau des établissements scolaires, des DP, des académies centrales. Et dans ce sens, l'évaluation administrative, la question de la gestion axée sur le résultat sont au plein cœur de cet accord qui, j'espère, rapidement, très rapidement, se décline en texte. Le dispositif législatif financier se met en route et tout le monde va voir du concret et tout ça. Le seul changement, le cap est maintenu, le cap de la réforme, mais il est maintenu. C'est un destin, c'est une obligation. On a reboloté énormément de fois. Cette fois-ci, ça serait la bonne. Un cap de la réforme, donc maintenu, des résultats attendus. Monsieur Guédira, la Fédération nationale des enseignants, qui avait précédemment rejeté cet accord, est aujourd'hui signataire. Pourquoi y a-t-il encore des points de discorde, sachant que, on le rappelle, et je parle sous votre contrôle, la FNE est l'un, si ce n'est le syndicat principal donc, du secteur qui avait pris la tête du mouvement des 22 coordinations aujourd'hui mobilisées. Je dirais qu'ils sont revenus à la raison. Je suis un enseignant, je suis de cœur avec les enseignants, solidaire, de cœur. Mais je ne peux pas être solidaire de raison. Ce n'est pas possible. On ne fait pas la grève pour la grève. La FNE était dans la discordance avec certains éléments. Mais c'est un syndicat qui se respecte. Lorsqu'il a été convié par la commission, ils ont assisté, ils ont débattu. Il y avait bien sûr du forceps. On n'est pas arrivé à des conclusions faciles, mais la FNE avait un autre point de vue, d'autres revendications, mais maintenant, elle a signé. Je pense qu'il y a un problème. Et là,
je dirais qu'au Maroc, nous avons développé une habitude assez spéciale. Hein. Il y a une ambivalence. Elle est bien marocaine. Hein. Dans notre pays, et donc, voilà l'ambivalence qui consiste à confier un mandat à des syndicats, d'accord, et de leur contester le droit d'en user. J'aimerais juste rappeler que les 22 coordinations étaient bel et bien invitées au dialogue cette fois-ci, dans cette approche justement plus inclusive. Mais ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti, peut-être sous une question de manière de communiquer, peut-être c'est une question, je dirais, de débat fleuve. Je n'étais pas présent, donc je ne peux pas répondre à cette question. Mais moi, j'estime que les syndicats devaient user de ce droit de négocier. Parce que lorsqu'il y a des élections de syndicats, il y a un vote. Et ce sont les professeurs qui ont voté. Et par conséquent, on peut contester 1, 2 ou 5 personnes dans le syndicat. Et on ne peut pas contester l'institution en elle-même. Ce n'est pas possible. Du moment qu'on dit les 5 syndicats les plus représentatifs, donc on doit accepter quelque part, je dirais, l'output de cette négociation. Et justement, M. Nagy, pour rebondir sur les propos de M. Guédira, pourquoi ces syndicats, mais ces coordinations sont-elles plus écoutées que les syndicats qui, eux, représentent justement le corps enseignant? Ils étaient plus écoutés, ils ne le sont plus. Mais aujourd'hui, justement, oui. Pourquoi? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a basculé, M. Nagy? Bon, c'est une question qui dépasse le syndicalisme. C'est une question de gestion des affaires publiques. C'est une question de politique, qui concerne la démocratie dans notre pays et les instances qui sont élues, ou bien les gens qui sont élus dans ces instances, est-ce qu'ils représentent réellement la société ou bien ne représentent pas la société? Lorsqu'on revient par exemple au syndicalisme, le rapport je crois, du Conseil économique et social et environnemental a parlé de taux de syndicalisme qui ne dépasse pas, je pense, 10%, bien moins. Et ce taux de syndicalisme, il est très faible, bien sûr. Les autres enseignants, les autres acteurs éducatifs qui ne sont pas affiliés au syndicat, ils utilisent d'autres canaux pour protester, pour faire entendre leur voix. Et lorsqu'on revient aux coordinations, il faut revenir à l'origine de ces coordinations. Pourquoi ils se sont créés, ces coordinations? Ils ont été créés parce que la voix de certaines catégories ne se faisait pas entendre par le biais des syndicats. Et donc, pour faire entendre leur voix, ils ont créé ces coordinations. Et en plus de ça, après 2016, et c'est la période pendant laquelle les coordinations se sont enrichies, si j'ose dire, après 2016, pourquoi il y a tout ce changement dans le paysage syndical et ce virement vers les coordinations au lieu de renforcer les syndicats? C'est parce que même ces syndicats qui sont appelés des syndicats les plus représentatifs, on n'y trouve pas les cadres d'académie, parce qu'ils n'avaient pas le droit de voter. Ils n'étaient pas titularisés, parce qu'ils doivent être titularisés pour pouvoir voter. C'est pourquoi ces coordinations, ou bien les personnes qui sont dans les coordinations, ne se trouvent pas dans les syndicats. Et ils disent que nous n'avons pas d'autres moyens pour contester ou bien pour revendiquer, pour faire entendre notre voix que les coordinations.
C'est le seul moyen qui existe. Donc, c'est la raison d'être de ces coordinations. Aujourd'hui, le gouvernement a pris l'initiative d'entendre ces coordinations. Il a convié les coordinations pour un dialogue, mais je ne sais pas pour quelle raison on a fait marche arrière et on n'a plus continué à dialoguer avec les coordinations. Je pense que c'est là les coordinations étaient invitées au dialogue, justement, mais le temps presse et il serait important de parler de ces 7 millions d'élèves qui sont aujourd'hui pris en otage, donc ces 7 millions d'élèves et du temps perdu aujourd'hui. Monsieur Louège, le ministre de l'Enseignement, Monsieur Belmoussa, a reçu ce mercredi les représentants des parents d'élèves. Comment s'est déroulée la rencontre ? Oui, une rencontre, d'après les déclarations tout d'abord du ministère et des participants à cette réunion, qui était une rencontre très constructive, dans le sens où les vraies questions de rattrapage, de comment est-ce qu'on va s'organiser, comment l'année pédagogique qui était prévue, qui était entachée par ces moments de grève, quel dispositif pour récupérer, quel dispositif de soutien pédagogique, quel dispositif d'organisation pédagogique de l'année. Et on s'était mis d'accord sur plusieurs actions d'ailleurs, une commission depuis plus d'une semaine, dont les curricula, les départements des examens et tous ceux qui sont là derrière l'organisation pédagogique de l'année scolaire l'inspection générale pédagogique sont en train de travailler, de donner des propositions pour les ficeler et les mettre vraiment en œuvre à partir de la semaine prochaine. Et essentiellement, ça se base sur, tout d'abord, c'est garder les garde-fous essentiels et les dates des examens, notamment pour les niveaux certificatifs, et en même temps, comment peut-on utiliser et les moments des vacances qui vont venir, il y a au moins plus d'une vingtaine de jours de vacances, pour faire des séances de soutien et pédagogique et de renforcement et de rattrapage. Et en même temps, ce dispositif, on l'a entamé les dernières vacances, et en même temps, on a touché des effectifs énormes en matière de soutien pédagogique, mais cette fois-ci, ça devrait être très structuré et accompagné par tous les budgets qu'il faut en termes d'heures supplémentaires, en termes d'utilisation de différents canaux avec nos partenaires. Il y a énormément de partenaires qui vont intervenir pour qu'on puisse se rattraper sur ces nombres de jours qui ont été perdus. Et en même temps, il y a quelque chose qui est très important, il faut la signaler. On l'a vécu, hein. Les enseignants, nos enseignants, que ce soit ceux qui ont déjà rejoint les classes ou les autres qui vont les rejoindre, j'espère que le plus rapidement possible, ils ont cette capacité en même temps de se mobiliser, de vraiment adhérer, vraiment à faire réussir l'école. Et en fin de compte, cet intérêt suprême de l'élève qu'on répète assez souvent, et il est en même temps, on le formule différemment, mais tout le monde est en même temps les vrais acteurs de l'école, c'est les enseignants, les chefs d'établissement, les inspecteurs. Je pense qu'il va y avoir une grande mobilisation, comme ça a été toujours le cas pour la société marocaine, le royaume du Maroc, dans les moments difficiles. Tout le monde se met autour d'une table et tout le monde met la main à la pâte, y compris les parents, les représentants, pas uniquement les représentants, mais en même temps les parents, les familles, et on va réussir à se rattraper. La question n'est pas uniquement dans ça. Ceci, on va avoir ce schéma. Mais en même temps, le cap dont j'ai parlé tout à l'heure, on ne doit pas oublier qu'on a des chantiers de réforme, que la question va nous interpeller, qu'on revient à nos classes, que la situation, soi-disant, elle est normale, les cours se font d'une façon normale. Les vraies questions pour lesquelles la feuille de route a été mise en place en concertation avec les différents intervenants et seront toujours là. Et ce défi, on doit le soulever ensemble. Juste un petit mot, une petite phrase. La question des coordinations. Pourquoi est-ce que c'est tout ce qu'a dit Serb Nassar, bien sûr, j'y adhère. Mais il y a une hypothèse. Ce phénomène n'est pas uniquement spécifique au Maroc. Durant ces 10 dernières années, un peu plus, il y a un changement culturel au niveau mondial. C'est que beaucoup de personnes peuvent s'unir d'une façon très forte sur une question ponctuelle, et une fois cette question elle est résolue, donc on va y aller, on l'a vu, on peut donner l'exemple
qu'on donne assez souvent, la question des phénomènes sociaux au niveau de la France. Tu as toute une mobilisation de la société autour d'une petite problématique, enfin d'une grande problématique par rapport aux concernés, et avec une force de revendication très forte. Une fois ces questions sont résolues, on part à autre chose. Donc la notion, sur le plan culturel, la notion de projet sociétal qu'incarnent les institutions, comme dit Sigdira, vraiment une analyse fine des institutions qui sont les syndicats dans un projet sociétal, à cet aspect culturel, cette gestation culturelle mondiale, a fait est-ce que le fait de s'inscrire dans un projet sociétal qui va prendre en considération les ressources humaines qui travaillent, leurs revendications, en même temps les élèves, en même temps les objectifs de la société, en même temps le développement du pays. Ça, c'est le projet des institutions qu'on doit consolider. Et c'est les alliés stratégiques. On peut se réunir, on a un problème d'échelle, on peut faire toutes les revendications, les grèves les plus fortes. Une fois notre échelle est résolue, donc on part à autre chose. Et cet aspect, il est mondial, on le voit dans plusieurs pays. Tout à fait, c'est l'enseignant qui doit se mobiliser finalement pour le bien-être de ses élèves, 7 millions d'élèves, comme c'est toujours le cas. Monsieur Gdira, est-ce que selon vous, on peut rattraper ce retard d'un trimestre? Oui, avant de répondre à cette question, j'ai envie de rebondir sur un élément. Il nous reste quelques minutes, 3 minutes exactement. Un élément rapidement. Vous savez, on était devant une bipolarité dans l'évaluation. Une catégorie de professeurs refusait catégoriquement l'évaluation, d'autres refusaient les instruments ou l'instrument proposé d'évaluation. Or, on a mis l'évaluation en veilleuse, mais dans le texte, dans les accords, il y a un régime spécial d'évaluation qui est prévu et qui sera discuté, qui donne l'impression, en tout cas, que le ministère a changé de cap. Non, le ministère a temporisé pour pouvoir discuter avec les acteurs et trouver une grille. Maintenant, pour répondre à votre question, jamais un acteur ne peut bloquer un système. Jamais, quel que soit le cas. C'est l'État, c'est l'intérêt des élèves, c'est l'intérêt des parents et des familles. Et quelle que soit la situation, je dirais, on pourra la dénouer. Et par conséquent, je reste optimiste personnellement. Et quitte à rajouter 1 mois ou 1 mois et demi, travailler sur l'essentiel, le principal, ça fera 80 ou 70% du programme. Et c'est pour moi largement suffisant pour pouvoir passer des examens comme le baccalauréat, comme un élément qui va bloquer peut-être les élèves, c'est que on aura le bac jusqu'au mois de début août, je pense. Hein. Je ne sais pas, le ministère, je parle sous le contrôle du directeur de l'académie, le ministère pourra aller jusqu'au début août et de créer une certaine alternance avec les vacances de mi-trimestre. Et je dirais, c'est joué, hein, c'est jouable aussi. Et par conséquent, il n'y aura pas d'année blanche, quelle que soit la situation. Pas d'année blanche, donc un retard qui pourra être rattrapé selon vous, Monsieur Gdira. Le dernier mot, je vous le donne, Monsieur Nagy, un dernier message. On arrive au terme de l'émission. Bon, je pense que le dernier message, c'est de retenir les leçons de cette crise. Et je pense qu'il y a 3 leçons à retenir. La première leçon, il faut tabler sur l'approche participative avec toutes les parties prenantes parce que c'est la gage de réussite dans toute réforme. Deuxième leçon, c'est qu'il faut que le ministère revienne à la légalité. Ce que j'entends par la légalité, c'est la loi cadre. Il faut revenir à la loi cadre. Et il faut respecter la loi cadre parce qu'on l'a vu dans le statut, on n'a pas respecté la loi cadre, on n'a pas mis en place le REC, c'était le référentiel des emplois et de compétences, avant d'élaborer le statut unifié. Et la dernière leçon, c'est que personne ne possède la vérité. La vérité, elle est chez tout le monde. Il faut s'entendre pour aller plus loin.
Merci à vous, Monsieur Nagy. Je rappelle que vous êtes président de l'Association marocaine pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci. Merci à vous également, Monsieur Mohamed Guedira. Je rappelle que vous êtes professeur à la Faculté des sciences de l'éducation à l'Université Mohamed V de Rabat. Et merci à vous également, Monsieur Mohamed Ouaj. Vous êtes directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région Tanger, Tétouan et Al-Hoceima. C'était un plaisir de vous avoir avec nous tous les trois, messieurs. Merci. On arrive donc au terme de cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique.